Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Les armes du pouvoir ou le pouvoir des armes, les deux vont bien dans une dictature. Pour plus de liberté et pour plus d'épanouissement dans une vie plus épanouie, le CNT, le Conseil national de transition, nous vous souhaitons la bienvenue dans la France libre. Bonsoir Philippe, bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors un petit tour du monde pour l'actualité de ce qui s'y passe dans le monde et autour évidemment du sujet qui est toujours le même, il n'y a plus que ça, matin, midi et soir, c'est la Covid-19 évidemment, puisque ça a définitivement totalement ébloui le paysage mondial. Et ça surtout, ça a une influence énorme sur l'ensemble des libertés des pays, qu'ils soient d'Occident, d'Orient, peu importe, tous les pays de la planète. Donc aujourd'hui, on peut parler, comme hier d'ailleurs, mais de pire en pire de l'Australie. L'Australie qui subit véritablement une dictature, une tyrannie, il n'y a pas d'autre mot pour ça, qui s'est devenu un pays policier, quoi, et un gouvernement policier. Et chaque fois que les personnes soit n'ont pas la bonne distance, soit ne portent pas le masque, soit sont rebelles, tout simplement, eh bien, ils leur en cuit. Voilà. Alors, elles sortent en masse. Les Australiens ont appris à se manifester, à sortir dans la rue, à se plaindre, parce que ça n'est pas leur tradition. C'est plutôt traditionnellement ce pays d'Australie, un pays de cocagne, en tout cas vu de nos points de vue d'Européens à nous. Moi, je connais personnellement des familles qui ont vu leurs enfants partir en Australie pour vivre une vie heureuse. C'était pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'était il y a 5 ou 6 ans. Hein. Donc, aujourd'hui, je pense à ces jeunes gens, ces jeunes couples qui ont quitté la France pour l'Australie et qui se retrouvent dans un piège terrible, d'autant qu'en plus, pour quitter l'Australie, il semblerait qu'il faille demander, même en tant qu'étranger, qu'il faille demander l'autorisation, quoi. Et s'ils n'ont pas envie, ils ne vous laissent pas partir. Hein. Et s'ils décrètent que vous êtes malade, que vous êtes confinable, ils vous confinent. Donc, ça devient véritablement cauchemardesque pour l'Australie, ce pays qui pourtant était prometteur de tous les encouragements, de toutes les facilités économiques, etc. Sa proximité avec la Chine par rapport aux États-Unis, son influence mondiale par rapport à la géopolitique notamment. Bon, voilà. Alors, l'Australie, c'est aussi un pays, je fais une petite digression, avec lequel la France avait des accords particuliers, notamment par rapport à la construction de sous-marins, ce qu'on a appelé longtemps le contrat du siècle. Et il semblerait que ce contrat du siècle, dans le cadre d'une géopolitique dont les mécanismes, le détail des mécanismes nous échappent pour l'instant, mais dont on peut deviner les grandes lignes, eh bien, tout simplement, ce contrat aurait été rompu, a été rompu d'ailleurs, hein, c'est pas peut-être, sous la pression multiple des États-Unis, de l'Angleterre et peut-être de l'Allemagne aussi, d'après certains analystes politologues. Et donc, la France se retrouve encore toute seule face au reste du monde, devant des
des grands chantiers économiques qui promettaient, notamment sur son savoir-faire majeur, qui est là, je dirais, l'industrie de pointe et en particulier des industries destinées à des applications militaires, donc ultra sensibles. Et tout ça est rendu. Il y en avait pour plusieurs dizaines de milliards d'euros, de toute manière, de ce genre de contrat. Et c'est revenu à la case départ. Alors, monsieur Le Drian, qui était à l'origine de ce contrat, eh bien, remonte au créneau, bien qu'il ne soit plus ministre de la Défense, et remonte au créneau pour dire que nous avons été, nous, la France, poignardés dans le dos, et c'est bien triste. Ce qui est bien triste, c'est sa conclusion, parce que quand on est un diplomate de haut niveau et qu'on vient avouer devant tout le monde et devant les caméras qu'on s'est fait avoir dans les grandes largeurs, excusez-moi l'expression, et c'est pas la première fois. Donc, face à un monde anglo-saxon qui fait tout pour faire en sorte que la France ne puisse pas faire jouer sa carte au niveau international. Voilà. Donc ça se passe aussi en Australie. Donc, je ferme cette parenthèse militaire et puis je continue avec le Canada pour dire qu'au Canada aussi, il se passe des choses extraordinaires de la même nature que ce qui se passe en Australie et en France. J'ai envie d'aligner un petit peu ces trois pays, France, Australie, Canada, sur la même stratégie agressive par rapport des gouvernements par rapport à cette gestion de la Covid-19. Elle est agressive, cette stratégie, vis-à-vis de la population. Elle est très restrictive, elle est très violente. Et le Canada souffre énormément de cela. Alors, est-ce un hasard? Je ne pense pas. Si justement, en ce moment, au sein du CNT France, nous recevons, à l'heure où je vous parle, de plus en plus de demandes d'adhésion au sein du CNT de la part de résidents français au Canada. Alors, vous allez me dire, quand ils sont au Canada, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour la France. Détrompez-vous, ce sont des personnes qui souvent ont quitté la France pour les mêmes raisons que ceux dont je parlais tout à l'heure pour l'Australie, c'est-à-dire pour trouver un monde meilleur et en particulier au Canada, et qui, une fois sur place, se rendent compte que c'est pire que quand ils sont partis de France. Rattrapés par je ne sais quelle malédiction. Et là, ils se disent, non seulement il faut s'intéresser à nouveau à ce qui se passe en France, mais il faut faire en sorte qu'au Canada même, on puisse appliquer ce qui s'est passé en France, donc cette création d'un CNT, au Canada. Il est urgent que le Canada lui-même puisse s'équiper d'un CNT et pour cela, tout simplement se tourner vers le savoir-faire des Français et donc on se fera, nous, le relais, pourquoi pas. Voilà. Donc il y a donc un point important par rapport au Canada. On n'est pas encore dans cette même logique par rapport à l'Australie parce que c'est encore plus loin et que c'est plus des émigrations anglophones qu'une émigration française qui est relativement faible là-bas. Alors qu'au Canada, oui, bien sûr, il y a le Québec, évidemment, qui est une zone francophone dans laquelle beaucoup de Français se sont installés. Voilà pour l'actualité, elle est un petit peu internationale. Alors évidemment, pour l'actualité française, on continue sur les mêmes lancées, évidemment, de plus en plus de contraintes. Et puis, je citerai juste, pour finir, l'exemple d'un magasin dont je vais citer le nom, Monoprix, qui reçoit par paquet énorme toute une série de marchandises qui sont étiquetées en Chine. Alors, on avait l'habitude de voir des marchandises étiquetées venant de Chine. Ça, c'est pas une nouveauté, mais ce qui devient nouveau, c'est que tout y passe désormais. C'est plus simplement les téléphones, c'est plus simplement quelques vêtements, c'est l'ensemble de tout ce qui est proposé dans le magasin. Donc, est-ce que ça veut dire que la Chine est en train d'imposer son empire, tout simplement, auprès des pays dont elle a siphonné en quelque sorte le produit intérieur brut en devenant le principal fabricant et le principal fournisseur du monde de l'ensemble des denrées disponibles sur la planète, et que désormais, plutôt que d'attendre que des pays qui ne sont plus solvables veuillent bien les payer ce qu'ils ne savent plus faire, eh bien, ils viennent chercher directement l'argent dans nos poches en nous livrant directement dans les magasins français avec de l'argent payé par vous et dont ils savent que par hasard, que par nature, ça reviendra dans leur poche et non pas dans celle d'un gouvernement qui ne les paye plus. Voilà un petit peu le raccourci de la situation et je passe la parole à Bruno, si tu as des choses à nous dire. Alors, merci Philippe, et de nouveau bonsoir à tous. Je vais prendre la suite de ce que tu viens de dire, Philippe, parce qu'au niveau international, déjà en premier, je voudrais saluer toutes les personnes qui sont au Canada, qui sont des nouvellement inscrits au CNT, et aussi des personnes qui sont très intéressés par le CNT, qui sont au Canada actuellement, parce que je sais qu'ils nous écoutent. Et il y a notamment des lanceurs ou des lanceuses d'alerte qui risquent de venir très bientôt parler avec le CNT, étant donné que de plus en plus de personnes au Canada
je dirais, de personnes résistantes sont intéressées par ce que nous faisons. Et puis, je voudrais aussi parler de ce qui va se passer mercredi. Mercredi, on a donc Astrid, qui est une personne du CNT, qui est enseignante, qui a fait partie de la commission éducation et donc culture, et qui va venir avec une personne nous parler d'un travail qui a été fait dans le cadre de la commission, qui s'appelle l'école de la réussite, qui en fait reprend beaucoup des idées qui ont été développées au niveau du CNT pour transformer complètement l'enseignement et permettre enfin aux enfants d'apprendre quelque chose de sérieux, de concret et de positif pour qu'ils puissent se développer après dans la vie. Comme vous savez, l'éducation en France a dégringolé depuis une trentaine d'années par rapport à ce qui se faisait avant. Et puis donc, je voudrais parler d'une chose dont Sylvain va nous montrer quelques images tout à l'heure, qui est la gigantesque manifestation pro-pass sanitaire qui a été lancée pour samedi par Franck Tapiro, un publiciste, et qui devait réunir 300 000 personnes. Et en fait, cette manifestation pro-pass sanitaire, c'est devenu un bide total parce qu'il n'y avait même pas 30 personnes qui assistaient. Donc, ça me fait sourire vraiment par rapport à ça. Ça montre un petit peu ce que pensent les Français des contre-manifestations organisées par notre gouvernement illégitime. Bruno, Voilà. Bruno, on aurait des images de ce que tu allègues là? Absolument, absolument, c'est du factuel. Ce que nous annonçons est factuel. Nous avons les images et on va les partager immédiatement. Attention. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Enrichit celui qui les reçoit et ne coûte rien à celui qui les donne. Alors donnez-en à foison. Des images comme ça méritent d'être désannoncées, préparées et annoncées depuis plusieurs semaines. Une grande manifestation en faveur du pass sanitaire était organisée au Trocadéro ce week-end sous forme de meeting-concert. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un immense succès. 300 000 personnes selon la préfecture. Nous voudrons voir les images. Oui, en fait, en plus, c'était des touristes, d'après ce que il m'a semblé voir. Voilà, donc on est encore dans un exercice de contre-vérité, quoi, où avec des fausses annonces, des mensonges. Et cherche à nous, toujours, quand je dis nous, ce sont les gens de la dissidence ou de la résistance, on va les appeler plutôt résistants, de faire la preuve de ce que nous avançons quand eux se contentent de mensonges et ne reviennent jamais sur leurs mensonges. Ils les enfilent comme des perles. Donc on est dans une période extrêmement difficile. Voilà, et qui continue et qui va nous mener tout simplement à un moment donné à ce que la vérité éclate, car on est des chercheurs de vérité au sein du CNT, et cette vérité, elle a un sens philosophique pour tout le monde, car sans vérité, rien n'est possible, dans l'humanité en tout cas. Donc après, pour des personnes qui ne seraient pas humaines, je ne sais pas, je ne connais pas. Bon voilà, je repasse la parole. Très bien, on va pouvoir attaquer avec notre sujet de ce lundi soir. Le lundi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Un CNT ou Conseil national de transition est une entité légale de droit international. Il peut être proclamé pour représenter le peuple dès lors que le gouvernement en place est hors la loi, c'est-à-dire en infraction avec les règles constitutionnelles fondamentales ou sorties de leur cadre. Il est l'organe de droit officiel qui permet au peuple de reprendre la gouvernance de son pays et de stopper les agissements illégaux du gouvernement en place. Le CNT est prêt à assurer la gouvernance et offrir aux Français le retour à un état de droit. Le Conseil national de transition offre un nouveau concept politique utilisable dans tous les pays où les populations sont aussi exploitées par leurs dirigeants. C'est la proposition de créer un nouveau monde et que nous le fassions ensemble pour gérer un peu mieux notre planète et toutes les espèces qui y vivent. Et cela commence par un principe politique nouveau. La proposition de créer un monde nouveau avec le Conseil national de transition. Absolument. Et de ce que je vois des images, j'ai envie de parler du CNT en tant que organe qui veut faire avant toute chose respecter le vivant. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu
un petit peu large de parler du vivant, alors qu'il y a tant de souffrances chez les êtres humains. Et les animaux et le reste de la vie peut passer en second plan, mais pas du tout. Parce que tout ça est interactif, tout ça marche ensemble. Il n'y a pas d'humanité sans les arbres, il n'y a pas d'arbres sans les animaux, etc. Donc, cette unité planétaire, elle est hyper importante et on s'aperçoit aujourd'hui, alors qu'elle est mise à mal, et seulement au moment où elle est mise à mal, son intérêt, son importance et la gravité qu'il y a à ne pas en tenir compte. Or, aujourd'hui, on est dans la destruction du vivant. On voit ça à travers différentes interventions sur les corps humains, que ce soit au travers d'expériences médicales dont on ne sait pas très bien où elles nous mènent, soit vers des modifications génétiques, comme on peut faire une modification génétique en passant par des organismes comme l'organisme français, l'INRA, qui peut vous faire des tomates cubiques, hein, si vous en avez envie. Comme ça rentre mieux dans les cases. Ou bien, voilà, donc tout ça est extrêmement préoccupant. Donc, il en est de la même chose que évidemment pour les humains, hein, qui sont aujourd'hui traités comme des rats de laboratoire de façon tout à fait ostentatoire et publique, hein. C'est-à-dire que ce que on nous propose, ce n'est pas une vax, puisque nous savons les uns et les autres que pour être catégorié dans cette catégorie-là de vax, il faut un certain nombre de critères qui ne sont pas remplis. Donc, on n'est pas sur une vax, on est sur une expérience médicale faite auprès des êtres humains qui se prêtent volontairement, je dis bien volontairement, à l'expérience. Voilà aujourd'hui où nous nous en sommes rendus, alors qu'on nous fait passer ça pour quelque chose de nécessaire, pour quelque chose qui va guérir tout le monde. Et si tout le monde n'est pas vacciné, tant qu'il en reste un, ce dernier risque de porter la poisse à l'ensemble de la population mondiale. Ça, c'est la légende qu'on veut nous faire avaler. Voilà. Donc le vivant, il est particulièrement en danger, que ce soit chez les humains, mais que ce soit également chez les oiseaux. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai plus d'oiseaux chez moi. J'en avais quand j'étais enfant. J'ouvrais les fenêtres, on entendait piailler les oiseaux. Je n'entends plus piailler personne, en tout cas pas les oiseaux. Quand je roulais sur l'autoroute, j'avais des moustiques qui étaient collés sur le pare-brise. Je ne sais pas vous, hein. Alors, je roulais peut-être un peu plus vite qu'aujourd'hui parce que les circonstances s'y prêtaient, mais tout de même, aujourd'hui, je n'ai plus d'insectes collés sur le pare-brise, donc les insectes sont morts, hein. Je peux me passer des insectes, hein. On est tout à fait d'accord sur cette question-là. Et d'ailleurs, on a passé beaucoup d'énergie à s'en débarrasser. Mais aujourd'hui, est-ce que on n'est pas allé un peu trop loin avec cette désinsectisation et tous ces déséquilibres écologiques que nous avons créés? Donc, je ne veux pas faire l'écologiste de base, mais simplement dire que le respect du vivant au travers du travail du CNT, c'est la base. Et dans ce vivant, évidemment, il y a le cas de l'humanité. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de reparler de ce que veut faire le CNT, faire vivre ensemble autrement. Voilà, c'est exactement l'objectif du CNT. Donc pour ça, nous plaçons non seulement en lanceur d'alerte, ce qui a été le cas il y a quelques années en arrière avec Éric Furil, qui était un lanceur d'alerte parmi d'autres, qui a fait des choses extraordinaires, notamment en compilation d'informations, pour justement voir comment ce monde dans lequel nous allions était manipulé par des forces, voilà, on va les appeler comme ça, qui nous promettaient justement 20 ans avant que par le truchement d'une pandémie, il y aurait tout simplement une décimation de la population de la Terre, de la planète Terre. Donc ça a été fait il y a longtemps, il y a eu des plans qui ont été faits, il y a eu des complotistes, oui, il y a eu des complotistes, je l'affirme haut et fort. Et il y a des écrits sur ce plan, sur ce point, qui sont tout à fait visibles. Voilà. Alors aujourd'hui, on n'est pas… Oui, pardon Philippe, des comploteurs. oui, excusez-moi, j'ai commis un lapsus, et effectivement, ce sont des comploteurs. Parce que c'est vrai qu'on déforme les mots, hein. Oui, tout à fait. C'est caractéristique. Merci pour m'avoir repris, tu as bien fait. Il y avait des comploteurs, et moi j'ai dit complotistes, parce que nous sommes tellement formatés pour entendre ce mot que finalement c'est celui qui m'est venu à la bouche. Alors que les complotistes, ce sont ceux dont nous sommes nous-mêmes accusés de complotisme. Vous savez ce que c'est que le complotisme? C'est tout ce qui nous tire vers la théorie du complot lorsqu'une enquête a été menée à bout et qu'on estime qu'étant menée à bout, il n'y a pas lieu d'y revenir. Et ça s'est passé en particulier lors de l'assassinat de JFK, hein, de John Fitzgerald Kennedy, dont on a dit après enquête qu'il n'y avait plus lieu de revenir sur les origines de son décès, les origines de cet assassinat, que tout avait été dit et que toute personne qui voudrait rajouter ne serait-ce qu'une virgule aux conclusions de la police serait classée dans la catégorie tout simplement des complotistes, théorie du complot. On est passé de théorie du complot à complotiste, et ça c'est l'étiquette qu'on a mis à toutes les personnes qui voulaient réfléchir trop loin, c'est-à-dire plus loin que les conclusions officielles.
ce qui est exactement notre cas, hein. Et je pense que grâce à des gens comme nous, on n'est pas tout seul, mais un certain nombre d'autres, eh ben, on a élargi la capacité de penser, la capacité d'analyser, puis surtout la capacité de comprendre au travers de grilles de lecture un petit peu différentes. Alors, quand on les adopte, ces grilles de lecture, on s'aperçoit que tout devient limpide. Voilà. Alors, quelquefois, il y a bien sûr des exceptions à tout ça, mais au travers de témoignages de gens qui ont directement eu accès à des informations de niveau supérieur, soit parce qu'elles étaient à un moment donné, ces personnes, sous les sunlight, comme on dit, hein, c'est-à-dire sous les feux de la rampe, et qu'elles ont eu la chance de plaire à telle ou telle personne de la haute qui, elle, ne se garde bien de se mettre en avant, parce que ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa façon d'être. Mais par contre, dès que vous avez un acteur, un comédien, un politicien qui réussit un petit peu, et qui est un petit peu, qui sort du cadre, qui sort du commun, eh bien, il peut attirer l'attention de certaines personnes qui cherchent à discuter avec des êtres comme nous et qui cherchent à leur raconter la vérité et qui leur disent tiens, la vérité c'est ça. Et l'autre écoute avec des grandes oreilles en disant mais c'est juste pas possible, ce que vous me dites là, c'est pas entendable, c'est pas audible. Et pourtant c'est ça. Mais si je le répète dans la rue, vous allez être mort. Non, si vous le répétez dans la rue, vous serez mort parce qu'on vous prendra pour un fou. Donc voilà, donc ça c'est la mécanique de ceux qui divulguent, de ceux qui savent, de ceux qui sont à l'origine et qui à un moment donné, soit par volonté naturelle, soit par sadisme, divulguent certaines de ces vérités à des personnes qui en deviennent porteuses et qui reçoivent comme une charge très lourde ces informations et qui choisissent soit de les divulguer au travers de romans, au travers d'ouvrages écrits, évidemment en étant très peu crus, en faisant partie de ce qu'on appelle la marge, ce sont des marginaux, des écrivains marginaux, bien entendu, et c'est ce qui quelque part les sauve aussi, car s'ils étaient très bien entendus par l'ensemble des personnes qui pourraient lire ce livre, s'ils étaient si bien entendus que cela, eh bien, les surveillants en chef auraient du souci à se faire, sauf qu'ils dorment, ces mêmes surveillants en chef, sur leurs deux oreilles depuis bien des années, car ils ont montré un tas de choses, que ce soit au travers des œuvres cinématographiques, que ce soit au travers de romans, que ce soit au travers de documents d'information. Tout a été dit, montré, etc., mais personne n'y a cru. Et personne n'a suffisamment été au fond des choses pour que ça réveille une sonnette d'alarme au fond de nous. Ben voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est que nous arrivons au bout du bout de ce qui avait été prédit, en pas bon hein, pour nous les gens de l'humanité, et qu'il y a une accélération des phénomènes. Alors cette accélération, elle n'est pas forcément due seulement à la volonté de celles et ceux qui nous ont mis dans ces situations-là, hein. Elle peut être liée à d'autres choses. Alors nous, que faisons-nous au sein du CNT? Bah, tout simplement, il y a quelques années déjà en arrière, on a premièrement déposé un CNT. Je rappelle qu'un Conseil national de transition s'est fait justement pour pouvoir déclarer un peuple sous la tyrannie d'une direction ou de surveillants-chefs qui rend la vie absolument impossible de ceux qui sont en dessous, comme actuellement, je citais trois pays, le Canada, la France et l'Australie. Mais il y en a d'autres, peut-être dans une moindre mesure, mais ils vont être de plus en plus nombreux, a priori. Donc voilà. Et puis, il y a des zones test, ce qu'on appelle des zones test, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont plus ciblés que d'autres. Par exemple, la France nous paraît plus ciblée que d'autres parce qu'il y a une tradition, je dirais, en France, de la réflexion, il y a une tradition du cartésianisme, il y a une tradition intellectuelle, il y a tout un tas de traditions qui font que ce peuple de France s'est toujours retrouvé dans des situations, une fois dos au mur, dans les situations les pires, a toujours su réagir contre tout simplement ce qui aurait dû être le pouvoir écrasant, comme par exemple le pouvoir écrasant des Habsbourg, que j'ai déjà eu l'occasion de citer il y a 2-3 jours. C'est cette famille dominante du centre de l'Europe qui, au XVIe siècle, a dominé l'Europe véritablement. Et la France n'était plus qu'un petit croupion, quoi. C'était un petit État croupion au centre de cet empire coincé entre l'Espagne qui lui appartenait, plus évidemment le nord de l'Europe qui lui appartenait aussi fort, l'Angleterre, sauf l'Angleterre, qui elle-même faisait pression par ailleurs. Donc voilà, donc cette France, elle a eu beaucoup au cours de l'histoire d'occasions de résister. Et elle a résisté, souvent contre toute attente d'ailleurs. Donc aujourd'hui, nous sommes placés face à un défi assez similaire. La pression qui est mise sur les Français aujourd'hui, c'est ça. C'est de comprendre ce qui se passe, deux, de trouver un moyen d'en sortir, et trois, de faire des contre-propositions, parce qu'à un moment donné, se battre tout seul contre des machines ou des soldats qui sont rompus à l'art du combat de rue, on n'y arrivera pas, et c'est pas comme ça qu'il faut essayer d'y arriver. Donc le CNT, justement, il a été conçu, il a été pensé par Éric Fiorile à l'époque, en 2015, il a été déposé auprès de l'ONU, c'est-à-dire dans une instance
qui par définition ne nous est pas favorable, mais nous jouons, je le rappelle, avec les règles de l'adversaire, tant que l'adversaire prétend avoir le pouvoir, et nous sommes obligés d'accepter qu'il prétende avoir le pouvoir, car il a également, cet adversaire, la force. Donc nous ne pouvons pas prétendre avoir le pouvoir, même si c'est vrai, tant que nous n'avons pas la force pour le faire valoir. Nous sommes débiles au sens médical, hein, c'est-à-dire qu'il nous manque une jambe sur deux, quoi. Donc voilà, donc pour l'instant, on travaille aussi avec, tout simplement, on fait un peu d'aïkido, hein, c'est-à-dire qu'on prend les éléments de l'adversaire et on les retourne contre lui-même. C'est ce qu'on a fait avec l'ONU. On est allé déposer ce fameux CNT auprès de l'ONU contre toute attente, puisque je rappelle que la fois précédente où un CNT avait été déposé, c'était en Libye, par quelques personnes libyennes, dont un ministre de Kadhafi, qui avait décidé d'en finir avec la Libye et qui ont donc déposé un CNT en s'étant mis préalablement d'accord avec un certain nombre de personnes venant soit des États-Unis, soit de la France, soit les deux, pour faire en sorte d'en finir avec le règne de M. Kadhafi, ce qui a été très bien fait. Donc ce CNT, il a eu pour but de faire appel à l'étranger par quelques personnes de Libye qui ont appliqué la règle de ce que c'est qu'un CNT, et cette règle, elle venait d'être pondue, entre guillemets, par l'ONU il y a quelques années en arrière. Voilà, et ça, c'était une sorte d'outil technique qui permettait de faire appel à des forces étrangères pour venir aider un pays qui, soi-disant, prétendument, était sous la coupe d'un dictateur. Je rappelle à toutes fins utiles que la Libye était, au moment de la fin de Kadhafi, un des pays les plus riches, même le pays le plus riche d'Afrique par habitant, et que les habitants en profitaient. Et je rappelle qu'il y avait la gratuité de l'enseignement, qu'il y avait un tas d'avantages, que le peuple ne se plaignait pas, quoi qu'on en dise, de la gestion de M. Kadhafi, qui faisait ruisseler sur lui l'or du pétrole, de l'or noir évidemment, sur le peuple libyen, et qui avait une conception relativement sociale des choses, hein. Bon, voilà, je ne suis pas en train de faire le panégyrique ou l'apologie de M. Kadhafi, mais les choses se sont passées de telle sorte que, à un moment donné, M. Kadhafi a très sérieusement gêné les politiques extérieures, parce qu'il y avait du pétrole à prendre, bien entendu, de l'or à prendre très certainement, mais également parce qu'il avait décidé, à un moment donné, de se passer du dollar pour payer le pétrole. Il avait décidé à un moment donné de créer un dinar africain, panafricain, j'entends bien, hein, sur toute l'Afrique. Et ça, c'était juste hors de question par rapport à la domination monétaire des États-Unis à cette époque. Bon, bref. Donc le CNT, j'y reviens. Nous avons copié, il n'y a pas d'autre terme, le principe du CNT tel qu'il avait été lancé justement par certaines personnes de la Libye, et nous l'avons reproduit. Quand je dis nous, c'est Éric Fiorile, l'a reproduit complètement sur la France, en disant, voilà, j'estime on est en 2015, j'estime que depuis 2008, il n'y a plus ni République numéro 5, ni Constitution en France, du fait de son écroulement par le traité de Lisbonne, qui a mis fin à un non très clair que les Français avaient prononcé pour rentrer dans l'Union européenne. Voilà, par référendum, et que les parlementaires sont revenus sur la parole du représenté, qui est le peuple, pour eux, en tant que représentants, dire non, on n'est pas d'accord avec le peuple et on va faire autrement. On va rentrer dans l'Union européenne. Voilà ce qui s'est passé. Ça s'appelle une forfaiture majeure. Il n'y a pas plus haut, plus fort, plus grave que de revenir sur la volonté du peuple lorsqu'il est consulté. Il faut reconnaître que Chirac, qui est la personne qui était présidente de la République au moment où les Français ont dit non, il a tenu parole, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans l'Union européenne, et il a fallu attendre M. Sarkozy quelques années plus tard, lorsqu'il a été élu, pour qu'il lui fasse revenir les parlementaires sur la parole du peuple. Donc c'est bien à partir de M. Sarkozy que les choses se sont gâtées et que la Constitution, tout simplement, a été écroulée. Donc, fort de ce constat, M. Fiorile, eh bien, il a tout simplement déposé ce fameux Conseil national de transition à l'ONU. Je ne rentre pas dans les détails sur le comment, le pourquoi. Alors, déposer, ça ne veut pas dire reconnaître. On nous pose souvent la question, mais est-ce que vous êtes officiellement reconnu par l'ONU? Mais non, on n'est pas reconnu par l'ONU. La procédure dit il faut simplement prévenir l'ONU. Eh bien, on a prévenu l'ONU. Et d'ores et déjà, on s'est positionné comme étant un gouvernement de substitution à un gouvernement qui, à nos yeux, n'existe plus,
d'un point de vue technique, pas d'un point de vue moral, on est bien d'accord, mais d'un point de vue technique, c'est-à-dire que techniquement, la Ve République et encore une fois la Constitution française se sont écroulés. Alors, il ne reste plus de cette Constitution française qu'un seul bloc, alors qu'il en a trois. Donc, le premier, c'est évidemment la Constitution de 1958, qui date du général de Gaulle. La seconde partie de ce bloc constitutionnel, c'est le préambule de la Constitution de 1946, sur lequel je ne reviens pas, et bien évidemment, le socle principal historique, je dirais le socle indéboulonnable, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, pour être précis, car il faut l'être, puisqu'il y a eu d'autres déclarations des droits de l'homme, que ce soit celle de 1792, ou que ce soit celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui diverge sensiblement de celle de 1789, sur laquelle le bloc constitutionnel français est basé. Et il est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus en faveur du peuple. Voilà, cette déclaration des droits de l'homme de 1789 est beaucoup plus en faveur du peuple que ne le sont les deux autres. Voilà. Donc, le bloc constitutionnel français, désormais, il a volé en éclats en 1958, c'est mort, la Constitution, c'est mort, le préambule de 46, c'est mort, il ne reste quoi que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en droit international. Et là, je ne suis pas en train d'inventer les choses, c'est comme ça. Alors après, on veut le voir ou on ne veut pas le voir. Certains juristes tournent pudiquement la tête lorsqu'il s'agit d'évoquer ces sujets-là. D'autres veulent bien y aller, mais se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, quoi? Nous, on a la réponse. Hein. On va faire de tout ça un autre monde différent, autrement, en se disant évidemment que c'est pas facile de naviguer au milieu de gouvernants ou de pseudo-gouvernants qui sont par définition illégitimes, puisqu'ils ils continuent de gouverner contre l'avis du peuple, j'y reviens pas, et dans une sorte de monument qui s'est écroulé sur eux, mais dans lequel ils continuent de grenouiller, d'avancer, de faire leurs petites affaires, petites ou grandes d'ailleurs, hein, contre les intérêts du peuple, car les intérêts du peuple ne sont plus du tout à l'ordre du jour, ils ne gèrent plus que les intérêts financiers, commerciaux, de ceux qui les commandent, car les politiciens, désormais, se font commander par d'autres, ils sont des exécutants, et malheureusement, leur allégeance ne va plus au peuple français, mais elle va à ceux qui les commandent, c'est-à-dire les oligarques, c'est-à-dire au grand capital. Et ça, c'est pas… Alors Philippe, je vais t'interrompre encore une fois, excuse-moi. Oui, vas-y. Juste pour dire une chose, c'est que contrairement à la Libye, où le CNT s'est créé pour justement appeler une armée étrangère à venir défendre soi-disant le peuple libyen, nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on a déposé le CNT à l'ONU, c'était au contraire pour éviter que le jour où le CNT donnerait le pouvoir au peuple, on ait des armées étrangères qui viennent nous empêcher. Parce que la France est retournée dans l'OTAN par rapport à Sarkozy, et donc si on n'était pas déclaré légalement auprès de l'ONU, si on ne s'était pas fait connaître à l'ONU, si un jour le CNT arrive au pouvoir pour donner le pouvoir au peuple, on pourrait très bien voir débarquer sur notre sol des armées de l'OTAN pour essayer de faire revenir au pouvoir les oligarques qui nous gouvernent illégalement actuellement. Donc c'est important de comprendre que ça nous protège aussi vis-à-vis de l'étranger. Voilà. Absolument. Absolument. Je continue juste après je te laisse la parole, juste pour continuer sur la partie du CNT. Donc effectivement, là, on est sur une logique différente de celle qui a mu les personnes qui ont créé un CNT en Libye, hein, qui ont fait appel clairement à une armée étrangère. Nous, pas du tout, justement, c'est ce que vient de dire Bruno, tout à fait. C'est se prémunir, lorsque nous serons aux affaires, de toute interprétation comme un coup d'État, alors qu'en fait, le CNT, il est déclaré à l'ONU, et donc il ne peut pas être considéré comme un gouvernement illégal, mais au contraire, le gouvernement illégal, au moment où il sera aux affaires. Alors, je veux prolonger ça en disant à quel moment sera-t-il aux affaires. Voilà. Alors, on a bien compris que la violence n'était en aucun cas de mise, car elle n'a aucune chance d'aboutir, et nous sommes contre la violence au sein du CNT. Nous avons d'autres envies. En revanche, il est évident qu'il existe la force, qui est une sorte de violence contenue, dirigée, voilà, et notamment les forces armées, évidemment, hein, que sont la gendarmerie, l'armée, la police, les douanes et pour finir, les pompiers que nous connaissons bien également. Donc voilà, et ça, ces forces-là, ce qu'on appelle les corps constitués, c'est comme ça qu'on les désigne, eh bien, tant qu'elles n'ont pas fait le pas de venir vers nous, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de leur montrer qui nous sommes, ce que nous voulons, de leur montrer notre bonne foi, le travail que nous exécutons auprès des personnes qui nous rejoignent, mais aussi à l'extérieur, un travail de communication et d'information.
Voilà. Et nous leur disons également qu'à un moment donné, il va falloir une organisation. Alors, si on veut remplacer, parce que c'est quand même l'objectif, à un moment donné, c'est un objectif politique qui est tout à fait louable, on a le droit de faire de la politique, on a le droit de dire j'ai envie de renverser les habitudes, et je ne dis pas les personnes ni les bâtiments, hein, mais les habitudes que nous avons depuis un certain nombre d'années, d'empiler les républiques derrière les unes derrière les autres, de faire à peu près la même chose en fonction des circonstances, même si le général de Gaulle a fait qu'on était plus sur allez, on va dire une monarchie républicaine, on a pu dire ça à un moment donné, c'est-à-dire un homme qui commandait à l'ensemble des autres. Voilà, donc tout ça a été modulé de différentes façons. On n'a rien contre ça. Mais on dit aujourd'hui que ça, c'est tombé. Et que ça faisait suite à 4 autres systèmes de république qu'on a pu comparer, étalonner les uns par rapport aux autres en fonction des circonstances. On était envahi ou on n'était pas envahi. On était en fin de vie, je dirais, militaire ou on n'était pas en fin de vie militaire, etc. etc. Bon. Donc, toutes ces circonstances extrêmes ont poussé au changement de numérotation des républiques au fur et à mesure des circonstances. Voilà. Alors nous, on dit stop, on dit on va faire en sorte que demain, ce ne soit plus des représentants qui décident de tout ça, mais que ce soit le peuple. Voilà. Donc le peuple, au travers du CNT, que peut-il faire? Il peut faire 100 choses, 1000 choses. Il va tout faire en fait. Hein. Il va véritablement gérer son avenir. Alors ça, c'est la porte ouverte à ce que c'est que le CNT demain, ce que c'est que le programme du CNT et ce que c'est que le changement de paradigme, ce que c'est également que ce changement de paradigme, je l'ai dit, et différentes choses. Je vous laisse la parole. Je te laisse la parole, Bruno. Merci beaucoup, Philippe. Par rapport à tout ce que Philippe vient de dire, donc, le CNT a été déposé à l'ONU en 2015. Ce dépôt à l'ONU a été renouvelé le 26 août 2021, date anniversaire de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, à partir de là, le problème est de savoir, quand on nous pose des questions, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de la République? En fait, il y a des gens qui ont peur du changement. En fait, c'est un changement, mais dans la paix, dans la douceur, comme a dit Philippe. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les politiciens, toute cette caste qui domine le peuple, au lieu d'être à son service, parce qu'il faut comprendre que les gens qui nous gouvernent ne sont pas là pour nous faire du bien. Ils sont là pour se faire du bien à eux-mêmes et ils agissent dans leur propre intérêt. Donc, il faut supprimer tous ces députés, tous ces sénateurs et tous ces ministres et tous ces politiciens qui, entre guillemets, se gavent sur le dos de la population, et les remplacer par quoi? Ce n'est pas les remplacer par une anarchie, ce n'est pas les remplacer par ce que j'appellerais le chaos, c'est les remplacer par une gouvernance qui sera au contraire parfaitement structurée, mais qui sera dirigée par le peuple. C'est-à-dire qu'à la place des ministres, on aura des commissions qui sont des commissions populaires d'environ 150 à 200 personnes, ça reste à déterminer. Et dans ces commissions populaires, il y aura un tiers de gens qui sont des gens du peuple, tirés au sort parmi une liste de volontaires. Il y aura un tiers de personnes qui sont des sages, qui sont des gens d'un certain âge et une certaine compétence philosophique et autres. Et il y aura un tiers de gens qui sont des experts dans le domaine concerné. Alors, ces experts seront contrôlés et vérifiés pour ne pas être liés à des conflits d'intérêts, comme par exemple on peut constater actuellement dans le fameux conseil scientifique qui n'a rien de scientifique et qui n'a rien de médical et qui est composé de personnes qui ont tous des liens plus ou moins proches avec, et même financiers, avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc tout ça, ça va disparaître. On va donc permettre au peuple de gouverner par des commissions, et au-dessus de ces commissions, il y aura donc un conseil des sages, et au-dessus de ce conseil des sages, il y aura une cour suprême du peuple souverain qui sera appelée à prendre les grandes décisions, un peu comme le Conseil constitutionnel actuellement. La Cour suprême du peuple souverain sera composée d'environ 1 millier de citoyens tirés au sort qui n'interviendront que pour les grands sujets. C'est-à-dire qu'au départ, c'est
c'est un lieu virtuel qui est vide. Il y aura quand même un conseil supérieur qui va s'occuper de l'organisation de la Cour suprême, mais la Cour suprême n'interviendra que pour les grandes décisions et pour vérifier que le programme du CNT sera bien exécuté. Donc, c'est un organisme qui sera un organisme populaire à 100% de contrôle. Et donc, à partir de là, on a ce programme qui va se développer avec une douzaine de commissions qui remplaceront les ministères actuels, plus une commission spéciale qui sera une commission qui travaillera sur une nouvelle constitution. Parce que le but du CNT, c'est une transition, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'il y aura une transition qui va durer 2 à 3 ans au maximum. Et pendant cette transition, donc le pouvoir va être redonné au peuple. On va faire un audit de toute la France, c'est-à-dire tout le patrimoine du pays, le contrôle de tous les mouvements de fonds qu'il y a pu y avoir, toutes les dérivations qu'il y a pu y avoir aussi, tous les détournements de fonds, toutes les magouilles, tout ça sera mis au grand jour. Donc, il y a beaucoup d'argent qui va réapparaître. Et à partir de cet audit, on va savoir quoi faire après pour permettre au peuple de reprendre donc la gouvernance du pays et en même temps d'augmenter son niveau de vie, parce qu'on a dans le programme de la transition, on a envisagé pendant la période au moins des 2 ans, on a envisagé de donner à tout le monde pour éviter la pauvreté et pour permettre à tout le monde d'avoir au moins un revenu correspondant à la classe moyenne. On va donner à tout le monde entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Ça sera une ressource universelle inconditionnelle qui permettra à chacun, en plus des revenus de son travail, d'avoir la possibilité de payer toutes les dépenses ordinaires de la vie, logement, carburant, etc. Et donc, à partir de là, ça permettra à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir créer beaucoup plus. Et en même temps, pour relancer l'économie, pour permettre au pays de repartir. Parce que le but aussi au niveau du CNT, c'est du populisme dans le sens positif. On parlait tout à l'heure des mots qui ont été déformés. Le mot populisme a été déformé par nos ennemis. Le mot populisme veut dire travailler pour le peuple et avec le peuple. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la France redevienne souveraine, indépendante, qu'elle soit libre, donc libérée de tous ces traités illégaux qui ont été signés d'une manière illégitime, étant donné que depuis 2008, effectivement, la volonté du peuple n'a pas été respectée, sortir de l'euro, avoir une monnaie nationale, avoir une banque nationale, une banque qui appartienne au peuple, et en finir avec tout ce qu'on appelle l'argent-dette que les banques privées prêtent aux gens en créant cet argent à partir de rien, ce qui fait gonfler la bulle financière et qui pousse les gens à faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. De même que la dette du pays, la dette de la France, de plus de 2000 milliards, il y a la moitié de cette dette, ce sont des intérêts, et des intérêts qu'on ne devrait jamais payer, parce qu'au moment du traité de Maastricht, il a été décidé par les oligarques qui sont au-dessus de tout, entre guillemets, il a été décidé que les États devraient emprunter aux banques privées au lieu d'emprunter directement aux banques centrales, d'où des intérêts qui sont payés alors qu'ils n'auraient jamais dû être payés. Donc, on va avoir, au niveau de ce programme du CNT, on va avoir à tous les niveaux le peuple qui va intervenir directement, sans passer par des intermédiaires. Comme la République nous le fait croire depuis 200 ans, comme tu disais Philippe, toutes les républiques jusqu'à la 5e nous ont fait croire qu'il fallait toujours avoir des représentants pour nous représenter, alors qu'en fait, le peuple peut se gouverner lui-même, directement. Donc, à partir du moment où on organise à la place des ministères des commissions indépendantes dans lesquelles il y aura des gens du peuple tirés au sort parmi les volontaires, qui seront même d'ailleurs rémunérés pour les prestations qu'ils lui font, parce que bon, si on a des chefs d'entreprise, par exemple, pour se libérer, pour aller participer à une commission, il faudrait qu'ils aient quand même une rémunération. Donc, des gens du peuple qui vont intervenir, mais aussi au niveau local. On peut très bien imaginer que à la place des maires actuellement avec les conseils municipaux, il y a une commission citoyenne, parce qu'on est très favorable au CNT à tout ce qui est localisme, tout ce qui est fonctionnement local pour, d'une part, faciliter les choses au niveau écologique, et aussi parce que la gouvernance locale, la démocratie directe, c'est ce qui fonctionne le mieux au niveau politique. Et nous, on l'a constaté d'ailleurs au CNT, parce que toutes ces idées, tout ce fonctionnement, on l'a vérifié sur le terrain, on l'a exprimé nous-mêmes, on l'a testé.
On a organisé pendant plus de 6 mois des commissions citoyennes qui continuent d'ailleurs actuellement à travailler d'ailleurs, et dans lesquelles on s'est aperçu que effectivement des gens du peuple, même sans diplôme, peuvent apporter des idées extraordinaires qui viennent compléter les idées qu'apportent les gens qui sont des professionnels. Parce qu'on a les deux au CNT, on a des professionnels, on a des gens qui sont des médecins, des soignants, des scientifiques, des chefs d'entreprise, des professeurs, etc. Donc, ces gens-là ont travaillé ensemble avec des gens du peuple, ce qui actuellement ne se fait jamais. Et on s'est aperçu que les gens du peuple, entre guillemets, qui n'ont pas de diplôme, apportent des idées que les sachants n'ont pas toujours. Et c'est là qu'on est arrivé à une synthèse énorme et qu'on a créé, suite à ça, on a mis en place ce programme qui existait déjà avant, mais simplement à titre virtuel, mais qu'on a concrétisé maintenant complètement avec une idée de gouvernance complète pour pouvoir gouverner un pays comme la France. Et c'est ce que ne font pas beaucoup de gens qu'on appelle des lanceurs d'alerte, qui se contentent de lancer des alertes, de contester ce qui se passe actuellement, mais qui n'ont pas de solution à proposer. Nous, on a une solution à proposer. Le programme du CNT, si je reprends ne serait-ce que le travail qui a été fait dans les commissions, il y a plusieurs milliers de pages de documents, de comptes rendus de séances, d'idées qui ont été mises noir sur blanc et qui font partie maintenant des archives du CNT et qui pourront être mises en place immédiatement à partir du moment où le CNT arriverait au pouvoir. Donc le but actuel qu'on a au niveau de ce programme, c'est de le faire connaître à la population, de le faire connaître aux forces armées, qui le connaissent d'ailleurs déjà, maintenant de plus en plus, à la gendarmerie, à la police, et que ça permette à ces corps constitués, comme disait Philippe, de pouvoir se réveiller suffisamment pour rétablir le droit, c'est-à-dire faire ce qu'ils auraient toujours dû faire, c'est-à-dire défendre le peuple contre des ordres et contre des mesures qui sont totalement liberticides, illégales et qui contraire à la Déclaration des droits de l'homme et à tous les principes de liberté qui existent en France. Donc, notre but au CNT, c'est de faire connaître ce programme à la population et aux forces armées, aux corps constitués, pour qu'ils redeviennent les gardiens de la paix qu'ils auraient toujours eu être, au lieu de risquer de tomber dans, comme tu disais Philippe aussi, au lieu de risquer de tomber dans la guerre civile ou carrément une insurrection populaire qui va tout détruire comme ce qui s'est passé en 1789. On est quand même 200 ans plus tard, on est au XXIe siècle, donc il faut essayer d'agir en toute conscience et en tout pacifisme et en toute non-violence. Je crois, merci Bruno, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas se faire avoir plusieurs fois de suite avec les mêmes astuces, c'est-à-dire nous emmener vers une guerre civile, ça serait terrible. Mais on s'aperçoit que ça ne marche pas. On a vu ce qui s'est passé notamment très récemment aux États-Unis au Capitole, où là, il y a eu un piège tendu pour faire ce qu'on appelle un false flag, c'est-à-dire faire porter le chapeau, comme on dit en bon français, à des populations qui n'y étaient pour rien, et donc qu'on était prête à accuser de tous les maux s'il y avait eu encore des échauffourées au Capitole, et ça aurait justifié probablement soit un couvre-feu militaire, soit toute autre mesure encore plus coercitive ou qui permettait de déclencher des choses encore plus terribles. Donc ces événements-là, on les a identifiés depuis pratiquement la Révolution française, quoi. Moi, je sais qu'un garçon, excusez-moi, une personne comme Louis XVI, il a toujours refusé, par exemple, de faire couler le sang des Français. Bah, c'est tout à son honneur, mais qui le sait aujourd'hui? Qui sait que s'il avait décidé justement de tirer sur les Français, la répression aurait été encore bien plus terrible que ce qu'ont souffert les Parisiens et les Français en général à cette époque. Donc, il a pris cette responsabilité en tant que gouvernant de refuser que les gardes suisses, en l'occurrence c'était des gardes suisses, tirent sur la foule française car il ne voulait pas qu'il y ait une seule goutte de Français qui coule sur le territoire français. Il avait probablement raison. Voilà, ça lui a coûté sa vie, sa tête et sa dynastie, tout simplement. Hein. Voilà, alors je voudrais quand même revenir sur des sujets d'optimisme. À l'instant, tu disais Bruno, que en mettant dans une alchimie fine, côte à côte, des personnes qui sont des spécialistes d'un sujet avec des personnes qui sont des sages, c'est-à-dire des personnes d'un certain âge, et puis des personnes qui sont plus jeunes, tirées au sort dans une population, qui n'ont que seul bagage, que leur bon sens, et bien souvent ça suffit, eh bien cette alchimie-là, elle fonctionne. Bien sûr qu'elle fonctionne, et c'est surtout l'alchimie qu'on veut nous présenter comme ne pouvant pas fonctionner, évidemment, parce que si on démontre le contraire, c'est la fin de l'utopie politicienne, qui consiste à dire on ne peut pas gouverner le peuple français autrement qu'au travers des représentants, sinon c'est le bazar.
Ça, c'est l'argument terminal qu'on nous oppose régulièrement. Alors, on est en train de faire la démonstration du contraire. Mais pas seulement. Nos raisons d'optimisme, elles vont aussi ailleurs. Pourquoi est-ce qu'en si peu de temps, 2 ans, c'est pas beaucoup dans une transition, pourquoi est-ce que nous nous faisons fort de changer les choses? Tout simplement parce que quand cette gouvernance va basculer, il y a des freins qui vont être levés, il y a des libérations, des divulgations qui vont se faire au niveau technique, technologique, qui vont faire en sorte que ce dont nous avions impérativement besoin hier, on va se rendre compte que finalement, on peut tout à fait le remplacer par des choses renouvelables, par exemple. Alors bien sûr, le vent, c'est renouvelable, les éoliennes, ça marche renouvelable, on est d'accord. Mais si on trouve d'autres sources d'énergie qui jusqu'à maintenant ont fait peut-être l'objet de brevets, par exemple, mais ces brevets ayant été enterrés au 6e sous-sol dans ne sais quel bâtiment officiel, en attendant que certains lobbies les libèrent au gré de la volonté on va dire des grandes sociétés de l'énergie, voilà, qui ont tout intérêt à continuer avec les énergies fossiles, qui ont tout intérêt à faire du gaz, qui ont tout intérêt à faire du pétrole, et puis qui ont même intérêt à faire du charbon. Encore aujourd'hui, en Allemagne, les centrales sont à charbon. Voilà. Donc ça pollue, ça en met plein les poches à ceux qui polluent, ça en met plein les poumons à ceux qui sont pollués, mais ça ne fait pas avancer la cause, quoi. Ça ne fait pas avancer le bonheur du monde. Alors que si demain on emploie d'autres solutions énergétiques dont je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit, mais qui pourraient être mises à la disposition du plus grand nombre sur un coût qui serait marginal, voire inexistant, est-ce que ça changerait, oui ou non, la vision de la civilisation que nous avons aujourd'hui? Je pense tout simplement que oui, ça la changerait en profondeur, car la force d'une civilisation, c'est son énergie. Voilà. Donc, si demain on divulgue des informations qui sont de nature à libérer des énergies aussi bien intellectuelles que des énergies physiques qui nous permettent de faire avancer les véhicules, de faire tourner les roues, de faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait aujourd'hui, de chauffer, évidemment. Le chauffage étant un point de consommation d'énergie important dans nos contrées. Eh bien oui, effectivement, on va renverser la table, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'on va retrouver des ressources, on va diminuer le temps de travail, on va pouvoir augmenter le temps, non pas de loisirs, mais d'inventivité. Et Dieu sait qu'il y a de l'inventivité dans les cerveaux dès lors qu'on leur permet de s'exprimer, qu'on lui permet de s'exprimer, cette inventivité. Donc voilà, encore une nouvelle raison d'être optimiste et de se réjouir de ce qui va se passer lorsque le CNT passera aux affaires. Alors il y a une question qui nous a souvent posée, c'est oui, mais si moi, en tant que citoyen aujourd'hui, je vote pas pour vous. Je trouve que votre CNT, non, ça me plaît pas, c'est pas un parti politique sympa. La réponse, elle est simple. C'est on s'est très mal exprimé, puisque le CNT n'est définitivement pas un parti politique, que c'est juste un projet qui consiste à vivre ensemble, évidemment, mais autrement, en se débarrassant justement à la fois des partis politiques et, excusez-moi messieurs, mais des politiciens. Alors par la paix, par de bonne grâce, on va pas les jeter à la mer, mais on n'aura plus besoin de leurs services. Ils seront recyclés, ils viendront dans les commissions, par exemple, dans lesquelles ils pourront, pour les plus brillants d'entre eux, mettre leur capacité au service du plus grand nombre, pour lequel ils seront remerciés comme les autres, avec une rémunération qui va durer le temps qu'ils vont passer dans ces exercices. Mais ça ne sera pas un temps indéfini, ça ne sera pas permanent. Ils ne seront plus des professionnels de la politique, parfois même héréditaires pour certains. Donc voilà, ça va tout changer. Ça change déjà tout sur le papier. Et lorsqu'on propose à des corps constitués de s'articuler de cette manière-là, ils nous disent « Ok, d'accord, pas de problème, mais comment vous voyez, qui va prendre le pouvoir, qui va faire… Retourner au plan, retourner au programme. Dans le programme, tout est écrit. Ce n'est pas une personne qui va choisir, c'est un groupe de personnes. L'État va être composé tout simplement de commissions, comme le disait très bien Bruno, et il va disposer des 3 piliers de gouvernance, que ce soit la magistrature, l'exécutif ou le législatif. Tout ça va être refondu ensemble dans un seul pouvoir. Alors, bien sûr, la première idée qui vient à l'esprit, c'est que si on met tous les pouvoirs dans la même main, d'abord, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est légal? Alors, est-ce que c'est légal? Oui, parfaitement. Ce qui n'est pas légal, c'est de changer la règle en cours de constitution. Ça, c'est pas légal. C'est-à-dire que ce que nous a fait M. Macron en octobre 2017, c'est-à-dire peu de mois et peu de semaines après qu'il ait été élu, soi-disant président de la République, avec on ne sait pas très bien combien de pourcents des voix,
Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené sous la Constitution les droits d'exception, les lois d'exception tenant au terrorisme. Et ça, c'est ramené dans la Constitution, comment dire, c'est réduire les capacités de liberté des Français telles qu'elles sont décrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est illégal. Et puis quand M. Valls, en 2016, je crois, en décembre 2016, le 5 décembre, si ma mémoire est bonne, décide de faire en sorte que le pouvoir de la magistrature soit désormais dépendant de l'État, c'est-à-dire de l'exécutif au travers du ministère de la Justice, ça, c'est une refondation de la Constitution qui ne dit pas son nom. Et non seulement elle ne dit pas son nom, mais elle ne dit rien du tout. Ça se fait à bas bruit. Et ça, c'est un coup d'État. Ça s'appelle comme ça. Hein. Donc voilà, donc tout ça, ça c'est illégal. Par contre, déclarer dans une constitution telle que le peuple français va être appelé à la reconstruire, que les trois pouvoirs sont entre les mains du même pouvoir, ça c'est tout à fait légal. Et je dirais même que c'est tout à fait souhaitable si on veut aller vite et bien dans l'exécution du programme, car c'est le jeu, c'est d'aller vite et bien dans l'exécution du programme. Alors, bien entendu, dès lors qu'on a mis des personnes dans des commissions, il y a comment dirais-je, des réflexes anciens, et on aura des réflexes anciens peut-être pendant 1 ou 2 générations. C'est tout à fait possible. Moi, le premier, qui consiste à dire, bah, ça, je vais le prendre pour moi, là, je peux prendre un pouvoir individuel, et puis dès que j'ai l'opportunité de prendre un pouvoir, je vais la mettre en œuvre de façon à être plus haut que tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va lutter contre ce phénomène qui est naturel à l'homme. C'est dans cette logique-là que nous allons à l'école, que nous passons des concours, que nous mettons au point le système de compétition, que ce soit sportif ou que ce soit dans la vie professionnelle. Donc, tous ces systèmes de compétition se mettent en œuvre dans nos neurones puisque nous avons été élevés à travers cela. Eh bien, comment fait-on pour s'en prémunir? Eh bien, tout simplement en créant ce qui a été créé en décembre 2019, la Cour suprême du peuple souverain, qui évoquait tout à l'heure Bruno, et par laquelle, justement, on va pouvoir, c'est qui? C'est le peuple, une émanation du peuple, on va pouvoir vérifier, que le programme tel qu'il a été établi du CNT est bien suivi par les commissions en place, est bien suivi par le gouvernement, dont c'est le métier de le mettre en œuvre. Et s'il devait y avoir une dérive, eh bien, des personnes seraient là pour justement faire en sorte de convoquer cette Cour suprême du peuple souverain pour rétablir les choses, tout simplement. S'il y a une déviation, on va faire en sorte de vérifier que tout se passe bien. Et il vaut mieux convoquer trop souvent que pas assez souvent. Alors, vous allez me dire, est-ce que tout ça, ça pourrait pas non plus être mis sur le compte d'un référendum national? Ça pourrait. Ça pourrait, je suis d'accord avec vous, sauf que le référendum national, il faut en user, mais il ne faut pas en abuser. Puisque en abuser, c'est l'user. Donc, faire en sorte que les gens n'y répondent plus, n'y croient plus, et que pour la moindre chose, on convoque les citoyens. Donc, on va passer par cet intermédiaire qui est la Cour suprême du peuple souverain, où on va convoquer quand même pas mal de personnes, 300, 400, 1000 si c'est nécessaire, selon les sujets, où on va dire à des gens qui ne connaissent absolument rien au sujet concerné, premièrement, d'écouter ce que les spécialistes ont à en leur dire, ont à leur dire, et à ce sujet-là, et deuxièmement, se faire une idée des choses, parler entre eux, ne pas avancer d'un pas tant qu'ils n'ont pas tout compris, y compris les plus bouchés d'entre eux, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'on s'aperçoit dans les exercices que nous avons mis au point, on s'est aperçu que les personnes bouchées, c'était des personnes qui avaient tellement bien compris qu'elles voyaient des problèmes dans l'énoncé des choses, et que nous n'avions pas vu. Donc, les personnes bouchées, c'est des personnes, bien souvent, c'est un constat personnel que j'ai fait, qui ont en fait vu des choses que les autres n'ont pas vues et qui bloquent dessus et qui parfois ne savent pas très bien l'exprimer. Mais quand on va dans la discussion avec elles, on s'aperçoit que ce sont elles qui nous débouchent. Ce n'est pas eux qui sont bouchés, c'était nous. Et ça, c'est un exercice d'humilité qui est excellent. Donc voilà, donc ces personnes-là, elles vont intervenir et elles vont se mettre en œuvre en tant que citoyens. Il y aura des gens de toute nature, voilà, des qui fument, des qui fument pas. On va éviter des gens qui ont des tares trop importantes, mais surtout, on va se tourner vers des personnes qui seront volontaires. Alors c'est important aussi, et on ne veut pas des personnes qui viennent en reculant à la Cour suprême du peuple souverain, mais ce volontariat, à mon sens, il va être majeur, c'est-à-dire que les personnes vont se bousculer pour faire partie de ce genre d'exercice, car là, il y a création de valeur, là, il y a vote, oui, mais vote de quoi? Sur des personnes, on vote pour des gens? Pas du tout. On vote nos propres lois. Alors, est-ce qu'on va passer notre temps à légiférer? Pas du tout. On va plutôt passer notre temps, à mon avis l'essentiel du temps, à descendre un certain nombre de lois qui, depuis longtemps, sont incompatibles les unes avec les autres, ce qui confère aux juges, justement, la possibilité de faire à peu près ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous avez des lois contradictoires. Je vais choisir, moi, en tant que juge, la loi qui me paraît la plus adaptée
soit dans le cas qui me paraît adapté, soit dans le cas présent, soit qui me paraît plus adapté, tout simplement à mes intérêts. En tant que juge, il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc ça, ce sont des perversions du système que nous allons renier, que nous allons supprimer. Voilà, tout simplement par la Cour suprême du peuple souverain, et ça va avancer comme ça. Et je rappelle aussi, parce que pour être complet sur la Cour suprême, il faut parler de la justice. La justice, que j'ai un petit peu évoqué à l'instant, c'est une grande malade dans la société française. On voit bien que c'est compliqué d'obtenir justice. On voit bien que lorsqu'on écroule la Constitution en France, lorsqu'il n'y a plus de Ve République, on n'a pas vu beaucoup de magistrats lever le doigt en disant est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème là? On n'en a pas vu beaucoup, surtout au moment où ça s'est passé, et même maintenant. Donc, par contre, il y a beaucoup de magistrats, des jeunes qui sont venus, des nouveaux, qui sont venus d'ailleurs, et qui semblent obéir à des règles qui sont plus les nôtres. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce personnel est hors sol. Hors sol, ça veut dire séparé des préoccupations réelles du peuple par rapport aux leurs, quoi. Et on se rejoint uniquement dans un seul endroit, c'est un tribunal. Et là, bien souvent, on est déçu, on est surpris, on est étonné, on est écrasé par les décisions de justice. Voilà aujourd'hui comment ça se passe. Donc, demain, la Cour suprême du peuple souverain, que va-t-elle faire? Elle va être garante du fait que la justice doive redevenir juste. Ça paraît bête à dire, mais c'est comme ça. Et la notion de justice, elle est inhérente à chacun d'entre nous, à chaque être humain. Chaque être humain, au fond de lui, est capable de dire « ça me semble juste », ça me semble un peu moins juste, et ça me semble pas juste du tout. Puis ça me dégoûte, ça m'écoeure, j'en veux plus. Dans quel est ce pays? Je quitte ce pays. Et je pars en Australie. Non, pas en Australie, c'est un mauvais exemple. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la justice va être refourbie. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment donné, dire les juges, il va falloir qu'ils s'appuient sur des lois moins nombreuses, qui ne soient plus contradictoires entre elles. Et si jamais c'était le cas, si les lois perduraient, on va bien être obligé de les utiliser encore un petit peu le temps de la transition, eh bien, il n'y aura non plus une seule personne juge pour juger le justiciable, mais il y aura ses pairs, c'est-à-dire qu'on va faire appel tout simplement à une cour légitime, ce qu'on appelle une cour légitime, qui est l'ancienne cour d'appel. On avait le droit, on a toujours le droit de faire appel. Mais quand on fait appel, on se retrouve avec des juges en face de soi, des juges professionnels. Donc demain, ce ne sera plus des juges professionnels, ce seront des pairs, c'est-à-dire des gens tirés au sort également sur le secteur géographique du justiciable. Ça change la donne. Là, on a affaire à des gens, c'est pareil, à qui on va devoir expliquer le cas, à qui on va devoir faire comprendre des choses, sachant que ça n'est jamais sur une question technique que les choses s'achoppent, c'est toujours sur des questions de bon sens et des choses d'ordre politique. Voilà, c'est là que les choses achoppent. Et ça, le bon sens et la politique, tout le monde peut comprendre. Et quand on a ingurgité ça, quand on a compris ça, les gens sont décomplexés, ils vont venir avec l'impression qu'ils vont pouvoir aider, alors que jusqu'à maintenant, ils ont toujours l'impression, vous savez, moi, la politique, je connais rien. Vraiment, et chaque fois que plus je mets la tête dedans, moi, j'y comprends. J'ai juste envie de partir sur une île déserte de façon à ne pas avoir à en faire. Voilà, ça c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Et bien évidemment, ça fait le bonheur des politiciens professionnels qui leur disent « mais vous avez tout à fait raison, mesdames et messieurs, vivez votre vie, partez à la campagne, partez en vacances, faites ce que vous avez à faire, on s'occupe du reste ». Voilà, non, il faut arrêter ça. Il faut faire en sorte que le reste soit accessible à tout le monde, ça c'est très important, et faire en sorte que ça passionne chacun d'entre nous de participer à la vie en commun. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retrouver. Alors, on nous dit souvent la Suisse. La Suisse, c'est un pays qui fait des votations. Très bien, sur des sujets divers et variés, très très bien. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit quoi? C'est quand on va en Suisse, qui est peut-être le 4e pays que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui pourrait être citable, justement, c'est un pays qui avait ses traditions de liberté, d'autonomie, de démocratie. Et quand vous interrogez un Suisse aujourd'hui, il vous dit à peu près la même chose qu'un Australien, qu'un Canadien, qu'un Français. Il vous dit quoi? C'est plus comme c'était avant. La démocratie en Suisse, il nous impose des choses et puis maintenant, on a beau faire des votations, ça devient de plus en plus compliqué de faire des votations. Il faut des signatures de plus en plus précises. Il faut donner son nom signé avec son sang. Enfin, c'est assez terrible, quoi. Il y a plein de choses terribles. Donc, il n'y a plus de démocratie en Suisse non plus. Si tant est qu'il n'y en ait jamais eu une, ou qu'il y a eu sûrement l'illusion d'une démocratie, mais y en a-t-il vraiment eu une, à part ce système de votation qui effectivement était répété orbi et tourbi comme étant l'horizon indépassable de la démocratie, mais qui est en train de mourir aujourd'hui, tout simplement. Donc, que faut-il faire demain? Ce CNP que nous proposons, ce qui n'est pas un parti politique, qui est un outil, je le répète, qui est un outil pour faire avancer justement le vivre ensemble, on va faire en sorte que ces personnes, les Français en l'occurrence, puissent choisir par eux-mêmes au travers de la Cour suprême du peuple souverain. Je rappelle que ces gens se seront tirés au sort, alors qu'ils sont une émanation du peuple et qu'ils ne sont pas représentés
représentés. Donc, ça sera le choix véritablement du peuple de choisir. Alors, ces lois, je disais tout à l'heure, on en fera plus ou on en fera moins. Il est probable qu'on en fasse moins. Il suffit qu'on en fasse une ou deux complémentaires, peut-être plus, mais pas beaucoup plus. À mon avis, on souffre beaucoup plus de trop de lois que de pas assez de lois. Il faut revenir à des lois naturelles, il faut revenir au bon sens, il faut tailler. Et dès l'instant où c'est le peuple qui, in fine, en fin de tout, en fin de compte, décide de ce qu'il faut dire et faire et comment il faut voter les choses, où est le risque? Où est le risque? Puisque c'est le plus grand nombre qui prend la décision et que ce plus grand nombre, il est d'une part amovible, c'est-à-dire qu'on retire à chaque fois dans les paniers des noms différents. Donc, comment voulez-vous établir, par exemple, une corruption si vous ne savez pas à l'avance qui va être sorti du panier? C'est compliqué. Et autre chose, Philippe, oui. que je peux rajouter à ce que tu dis, c'est que tous les débats pendant la transition, toutes les réunions, contrairement à ce qui se passe actuellement dans la République, tout sera public, télévisé en temps réel sur une chaîne de télévision publique qui sera une chaîne indépendante de toute pression politique, contrairement à ce qui se passe actuellement. Donc tout sera visible, tout sera publié, tout sera écoutable par le peuple en temps réel d'une manière instantanée. Et en plus de ça, on parlait de séparation du pouvoir, il y aura quand même une certaine séparation du pouvoir parce que la justice dépendra de la Cour suprême. Au plus haut niveau, la plus haute instance, ce sera la Cour suprême du peuple. Donc, ce sera des citoyens qui représenteront la plus haute instance de la justice. Et en ce qui concerne les deux autres pouvoirs, législatif et exécutif, ce sera les commissions populaires qui vont décider des lois. Et ces lois seront votées toujours à l'intérieur des commissions populaires à 67% minimum et pas à 50%. Et quand il s'agit de grandes lois, elles seront soumises à référendum. Donc là aussi, c'est le peuple qui interviendra. Et en ce qui concerne le pouvoir exécutif, eh bien, le pouvoir exécutif dépendra aussi en partie de la Cour suprême parce que c'est l'armée qui sera sous la dépendance de la Cour suprême du peuple pour les grandes décisions. Par exemple, si la France devait rentrer en guerre, ce sera le peuple qui décidera et pas quelques personnes. Parce que dans ce cas-là, c'est la Cour suprême du peuple qui sera convoquée. Voilà ce que je voulais rajouter aussi comme point de détail. Tout à fait important, un point très important sur la partie de l'armée, effectivement, qui est un point important. On ne peut pas se réunir à 700 personnes pour savoir si on va partir en guerre contre un ennemi qui nous agresse. Donc, il y aura effectivement des cellules d'urgence en cas d'agression seulement. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate au niveau de l'armée française, c'est qu'elle est projetée vers des pays extérieurs, notamment du côté de du Moyen-Orient, sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique. Et bien souvent, on est dans un phénomène d'ingérence, tout simplement. Donc ça, c'est la définition de la politique telle que les gouvernants veulent la conduire, que ce soit en Afrique, parce qu'on va hériter d'une situation en Afrique, ça, on en est tout à fait conscient. On sait aussi qu'en Afrique, il se construit des CNT. On peut citer alors, le Cameroun n'est pas dans un CNT, mais le Cameroun est dans une logique de se libérer de beaucoup de choses, dont il s'intéresse de très près à ce qui se passe en France. Voilà, au travers de personnes qui sont des dissidents également. Voilà. Donc, on va hériter d'une situation, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, il va bien falloir trancher sur ce que le peuple veut faire, ce que le peuple veut avoir comme relation, alors diplomatique d'une part, mais surtout avec les autres peuples d'autre part. Il s'agit du bonheur des peuples, en l'occurrence, il ne s'agit pas du bonheur de quelques personnes qui les dirigent et qui leur prennent leur argent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remplacer. Donc voilà, merci pour avoir précisé effectivement que l'armée est du ressort, enfin en tout cas est sous la responsabilité de la Cour suprême du peuple souverain, exactement comme la justice. On peut compléter avec le troisième triptyque, la troisième partie du triptyque qui est tout simplement le trésor public, qui est également sur la dépendance directe de la Cour suprême du peuple souverain. Voilà, et tout ça s'articule très bien, et ce sont ces articulations qu'on nous demande de produire, auprès des corps constitués. On les a, elles ont été produites. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas envie de vous montrer des tableaux qui vous lasseraient, mais sachez que tout ça a été vu, travaillé, etc. Donc voilà, alors, ce que je voudrais aussi préciser, c'est ce que disait à l'instant Bruno, c'est la notion de communication. Lorsque nous serons aux affaires, il y a un tel travail d'information à faire que bien entendu, il y aura quasiment une chaîne de télé, voire deux, qui seront des canaux principaux sur lesquels
tous les citoyens pourront prendre la mesure de ce qu'on leur a mal dit, de ce qu'on ne leur a pas dit ou de ce qu'on leur a menti. Voilà, ça, il y a toutes ces choses-là. Donc, cette mesure, elle va être longue, elle va être compliquée, elle va être difficile, elle va être passée en boucle, de façon à ce que chacun puisse regarder la télé pour autre chose que des émissions de variété qui, aujourd'hui, intéressent de moins en moins de monde. Et je ne parle pas des émissions à caractère politique qui font fuir les téléspectateurs qui mettent un écran sur leur télé. Voilà. Donc, on va revenir à plus d'intelligence, on va revenir à plus de capacité de compréhension, de lecture, etc. Voilà ce que le CNT va faire dans ces périodes. Et puis, on a parlé d'un audit aussi. Je ne sais pas si tu veux parler de l'audit, Bruno, en quoi ça consiste. Alors oui, Philippe, je vais parler de l'audit. Par contre, avant de parler de l'audit, je voulais très vite crier un grand bravo à tous les nouveaux membres. Il y a énormément de nouveaux membres au CNT qui s'inscrivent et dans tous les pays du monde, pas seulement en France. Et dans les DOM-TOM, on en a en Guadeloupe, on en a en Martinique, on en a en Nouvelle-Calédonie, on en a en Australie, on en a à Monaco, on en a en Principauté d'Andorre, en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, au Canada, beaucoup de personnes au Canada, au Brésil, en Belgique aussi. Donc, bienvenue à tous. Et je pense que beaucoup nous écoutent aujourd'hui et vraiment, ça fait plaisir de voir ça parce que le CNT a pour but d'apporter donc la liberté au peuple français, mais ça peut s'extrapoler au monde entier. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui se sont expatriés suite au fait qu'ils n'acceptaient plus, qu'ils ne pouvaient plus supporter le système actuel. Donc, bienvenue à eux parce que quand on aura fait ce qu'on doit faire en France, ils pourront revenir et la tête haute. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'audit, c'est tout simplement un gigantesque contrôle, je ne vais pas dire contrôle fiscal, mais c'est une gigantesque analyse de tout ce qui a été fait en France depuis des années et des années, de tous les flux d'argent qui existent au niveau des politiciens, au niveau du ministère, de l'État, de la Banque de France, des relations avec la Banque centrale européenne, etc., etc., et aussi de l'état du patrimoine français actuel. Et aussi, bien évidemment, de dénoncer, d'arriver à dénicher tous les détournements de fonds qu'il y a pu y avoir, tous les doublons qu'il peut y avoir, toutes les institutions inutiles, les milliers de comités théodules là, qui ont été créés un peu partout, les doublons qui existent entre les régions et les départements, tout le gaspillage qu'il peut y avoir, involontaire, et puis aussi le gaspillage volontaire, c'est-à-dire les détournements de fonds qui ont été faits par les politiciens à tout niveau, que ce soit au niveau des maires, que ce soit au niveau des conseillers généraux, ou que ce soit au niveau carrément des ministres et des gens qui nous gouvernent. D'ailleurs, si on fait la liste des gens qui nous gouvernent actuellement, ceux qui n'ont pas de casserole derrière eux, ils sont plutôt rares. Voilà. À commencer par le président du Conseil constitutionnel, qui, comme vous savez, a été responsable, mais pas coupable, dans l'affaire du sang contaminé. Mais bon, à partir de là, cet audit, pour le faire, il va falloir beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il faudra des centaines de milliers d'experts comptables, de gens qui connaissent, qui connaissent les affaires, qui connaissent la finance. Et puis, il y aura des membres des forces de l'ordre qui participeront. Et il y aura aussi des simples citoyens qui participeront à cet audit général de la France. Alors, ça va prendre un certain temps, mais ça va permettre de mettre les choses à plat, de dévoiler au peuple tout ce qui a pu être détourné depuis des dizaines, voire des centaines d'années, hein, parce que ça date même depuis la Révolution française. Et donc, à partir de là, de savoir ce qu'on peut faire et de savoir comment on peut redonner au peuple français le pouvoir sur la création de richesses. Voilà ce que je voulais dire assez rapidement, parce que l'audit représente à lui tout seul un chapitre énorme du programme du CNT, Philippe. Oui, et puis il faut, sans oublier la Constitution, il faut recréer une Constitution, évidemment. Alors, à mon avis, il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à changer, mais quelques lignes, une virgule parfois peut suffire à changer l'esprit d'un texte. Donc voilà, donc on va s'arc-bouter sur cette création de documents juridiques à laquelle on s'est habitué depuis que nous sommes au CNT. On fait travailler des juristes, on a au sein de nos équipes des personnes qui font du droit, qui savent faire du droit, qui savent démontrer, lever la tête au bon endroit, regarder au bon endroit, contrairement à d'autres, je ne citerai pas de nom, mais qui se contentent, avec des gros guillemets, en tant que juristes, donc sachant de la loi et du droit, de regarder dans une direction, mais pas dans l'autre. Et ça, c'est quand même dommage.
quand on essaye de faire en sorte que les Français prennent conscience d'un certain nombre de choses, quand les Français viennent vers des juristes qui semblent bien intentionnés vis-à-vis d'eux et qui semblent vouloir leur donner des bons conseils pour faire en sorte, par exemple, d'éviter des contraventions, pour faire en sorte d'éviter une vaccination, pour faire en sorte d'éviter un certain nombre de choses, eh bien, on s'aperçoit qu'on regarde les sujets par le petit bout de la lorgnette, ce qui, pour un juriste, n'est pas forcément bien, parce qu'il faut regarder le sujet dans son ensemble. Sinon, on ne fait pas du droit, on fait autre chose. Voilà. Donc, nous, au sein du CNT, on a des personnes qui ne se montrent pas face caméra, on a des personnes qui ne se mettent pas en avant pour gérer des petites affaires personnelles qui leur apportent un peu de sous quand même, hein, et qui ne deviennent pas populaires pour draguer deux ou trois, enfin pas deux ou trois, mais quelques dizaines d'euros par personne et par an. C'est pas du tout l'esprit du CNT. L'esprit du CNT, c'est la gratuité de part et d'autre, c'est le volontariat de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on a des excellents professionnels qui se mettent à notre service en toute libéralité et en tout investissement. Il faut voir un peu l'investissement des personnes qui travaillent avec nous, c'est remarquable. Donc voilà, donc ce sont des gens qui font du droit, ce sont des gens qui font de la science. On a des scientifiques dans les commissions qui sont tout à fait remarquables également. On a repéré un certain nombre de personnes qui savent des choses qu'on ne savait pas nous-mêmes. Enfin, on ne prétend pas tout savoir, mais qu'on n'avait même pas imaginé, quoi. Voilà. Donc ces choses-là, ces découvertes, elles sont assez merveilleuses et elles me font penser qu'il faut être optimiste par rapport à l'avenir, tellement il y a de richesses humaines dans ce monde de la France, que je connais un peu mieux que les autres, mais je suis certain que dans d'autres pays, on va trouver des richesses équivalentes. Ce que je crois aussi, c'est que les richesses qui sont en France sont particulièrement attirantes pour les gens de l'extérieur. C'est pas un hasard si un pays comme la France, qui doit représenter quelques pourcents des surfaces émergées du globe, soit le pays numéro 1 visité au monde. Alors on dit souvent les touristes, mais je pense pas qu'il y ait que des touristes. Il y a aussi des personnes qui sont curieuses de venir comprendre comment dans ce petit pays s'est passé autant de choses et il continue de se passer autant de choses. Et on a l'impression qu'au niveau politique, tout est en train de se déliter, mais on a aussi l'impression qu'au niveau de la nation, c'est-à-dire du peuple qui la représente et qui la constitue, tout est en train de repartir. C'est-à-dire qu'il aura fallu descendre bien bas au niveau de la richesse du pays en général pour que cette population, un, prenne conscience d'un certain nombre de choses au travers des actions comme les nôtres, par exemple, le CNT de France, le CNT français, et deux, et une fois ayant pris conscience d'un certain nombre de choses, se sentent suffisamment en colère ou se semblent suffisamment motivés pour les faire changer, ces choses-là. Voilà. Et on n'a pas besoin simplement de gens en colère pour tout casser. On n'a pas besoin de gens qui se scandalisent. On a juste besoin de gens qui comprennent, des gens qui comprennent. Et une fois qu'on a compris comment ça a marché, pourquoi ça a marché, après on se pose, on réfléchit et on dit, ah bah oui, on va pas y aller comme ça, on va plutôt y aller comme ça. Et c'est exactement ce que nous faisons au CNT. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à venir nous rejoindre pour savoir comment, un, elles peuvent se rendre utiles, et deux, comment elles peuvent se rendre utiles à elles-mêmes en venant s'informer tout simplement. Le plus important, c'est ça aujourd'hui, c'est s'informer, venir comprendre les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, on est sur des phénomènes de société, on déborde un peu le temps, mais je pense que c'est important. On a des échéances, on a des corps de métier qui se font interdire de la pratique de leur métier. Je pense notamment à certains médecins qui ont refusé de se faire vacciner. On les salue. On leur répète que nous sommes pour eux un écrin dans lequel ils peuvent se présenter pour qu'à terme, à court terme, à moyen terme, il existe une alternative à ce qui s'appelle encore aujourd'hui l'ordre des médecins, qu'ils peuvent tout à fait eux-mêmes mettre en œuvre entre eux, tout simplement, hein, pour faire pièce contre un certain nombre de décisions qui n'ont rien à voir avec la logique, qui n'ont rien à voir avec la science et la médecine, qui ont tout à voir avec une manipulation, et que ces médecins sont les bienvenus. Qu'ils nous appellent par contact@conseilnational.tv, qu'ils nous écrivent en tout cas à cette adresse mail, je répète, contact@conseilnational.tv. C'est vrai aussi pour toutes les personnes qui sont confrontées à la gestion du pass sanitaire, qui sont confrontées à l'émergence ou l'arrivée imminente de l'obligation vaccinale. On a plein de sujets à traiter avec vous, tout ça avec des outils juridiques justement, dont nous sommes détenteurs, bien souvent les créateurs, et avec lesquels on fait avancer les choses, bien entendu, avec vous, car on ne fera rien tout seul. Il faut qu'on soit nombreux, et on a besoin d'être nombreux pour faire valoir des textes juridiques. Et de la même façon qu'on a besoin d'être nombreux pour faire valoir une colère dans la rue, que ce soit le samedi ou le dimanche, ou peu importe le jour de la semaine. Voilà, donc si on veut être un petit peu plus constructif et aller de l'avant, il faut vraiment nous rejoindre pour monter des opérations à caractère juridique en nombre. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui.
Et je voulais conclure, suite à ce que tu dis, Philippe, en disant bravo et merci à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes ici sur la chaîne de la Nouvelle Résistance et des nouveaux partisans, et c'est pour ça que à la fin, vous allez entendre une musique qui est une musique qui n'a pas vieilli depuis 80 ans, c'est le chant des partisans. Peuple de France, forces publiques, passe sanitaire et mesures Covid. Comment s'en libérer légalement? Le Conseil national de transition, c'est la voix du peuple. www.conseilnational.fr. Nous allons tout droit vers une guerre civile avec ses dangers mortels, car elle est manifestement provoquée. Une fois déclenchée, elle pourrait ne pas être contrôlée. Il faut réfléchir avant d'allumer un incendie. Or, il existe une solution légale et légitime qui préserve la paix civile. La solution, c'est le Conseil national de transition CNT, qui permet de rallier les corps constitués, notamment les forces publiques, en toute légalité et légitimité, d'installer un nouveau mode de gouvernance transitoire légitime, de mettre en œuvre le programme de transition déjà validé par une émanation du peuple, de permettre aux Français, au bout de 2 à 3 années de transition, d'écrire eux-mêmes une nouvelle constitution pour un changement complet de système. Le Conseil national de transition, CNT, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est ni un parti politique, ni une religion, ni une secte, ni une milice. Le CNT est composé de simples citoyens et est totalement indépendant. C'est un organe de droit international public qui permet à un peuple oppressé de se libérer. Donc, suite à la disparition de la Constitution depuis au moins 2008, la France est soumise à une oppression notoire par des occupants sans droit ni titre qui vont jusqu'à commettre des crimes contre l'humanité, dont un génocide. C'est pourquoi en 2015, pour la France, Éric Fiorilde a déclaré le CNT à l'ONU. Le CNT est alors devenu la seule autorité publique légitime représentant la souveraineté du peuple. Sa notoriété grandissante s'étend sur tous les canaux de diffusion d'Internet. Le Conseil national de transition, CNT, une fois installé, est la solution qui va permettre de restaurer l'état de droit, de redéfinir les bases de la société française en créant un nouveau vivre ensemble dans l'intérêt du bien commun, et ce, dès demain en France. Il permet au peuple de prendre enfin en main sa souveraineté, pacifiquement, indépendamment de tous les professionnels de la politique politicienne, et de retrouver une vie pleine, heureuse et abondante dans l'unité. Toute autre forme de prise de pouvoir serait qualifiée de coup d'État par l'ONU. Tous les Français conscients de la situation de la France et du monde sont donc bienvenus au Conseil national de transition, au CNT, pour défendre leurs droits au quotidien et pour participer au changement de paradigme. Comment installer le Conseil national de transition, CNT ? Pour cela, il faut continuer à rappeler aux Français que la Constitution a disparu et qu'ils sont victimes de fraudes antidémocratiques, scientifiques et d'agissements criminels des gouvernants illégitimes. Il faut inviter tous les Français majeurs à proposer leurs compétences pour participer ensemble à la transition politique organisée par le Conseil national de transition. Rappeler aux forces publiques leur devoir, dans l'intérêt supérieur de la nation, de sauvegarder la population et de libérer immédiatement les Français de l'oppression en mettant en place le CNT, voir notamment le document Que dit la Constitution sur www.conseilnational.fr. Enfin, demander aux Français d'en appeler aux forces publiques qui leur sont restées fidèles. Pour toute information, www.conseilnational.fr.